Le festival du succès ne s'explique pas, le festival du succès se vit. Et pour vous donner un aperçu de ce que vous pourriez apprendre au festival, eh bien nous avons condensé toutes les interventions des speakers 2018. Bitcoin, crypto-monnaie, blockchain, des notions bien compliquées pour la plupart d'entre vous. Eh bien, je vous conseille d'écouter Jean-Luc Verhelst. Jean-Luc est sans doute le plus jeune consultant belge en matière de blockchain et il vous aide à comprendre une matière très complexe juste avec des petits Legos. Avant l'Internet, on avait de l'information qui était filtrée par les médias, par un journal, etc. Et en fait, c'était eux qui filtraient, qui centralisaient l'information et puis l'envoyaient vers vous. Et vous consommiez l'information, mais vous n'aviez pas l'information en direct de la personne. Alors, ce qu'Internet a changé fondamentalement, c'est la possibilité pour tout le monde de créer ses propres vidéos en ligne, de créer son propre blog, de créer son propre site et d'envoyer l'information à quelqu'un d'autre sans devoir passer par ces intermédiaires. Et donc, c'est fondamentalement, l'Internet a changé ça. Et on va voir que la blockchain va faire un peu la même chose avec tout ce qui est valeur. On a les intermédiaires. On a toutes ces banques qui, en fait, vont garder une trace. C'est des banques, mais c'est un Visa, etc., qui vont garder une trace de qui détient combien d'argent. Donc, si vous achetez, par exemple, un bouquin sur Amazon, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez peut-être payer via PayPal. Donc, PayPal, c'est votre premier intermédiaire. Lui, il va chercher l'argent sur votre Visa. Votre Visa, elle va aller chercher l'argent sur votre compte en banque. Il y a encore quelques autres intermédiaires, la black box financière du style Swift, etc., avant que l'argent arrive chez Amazon et éventuellement chez la personne qui publie le bouquin. Dans ce cas-ci, il y en a 5-6 intermédiaires qui chacun prennent une petite part du gâteau. Alors, c'est tout minime, mais au final, vous la payez quand même. Mais c'est assez inefficient et c'est pour ça que votre argent, parfois, il disparaît pendant 3 jours avant de réapparaître ailleurs. C'est parce qu'il passe par tous ces intermédiaires. Et en fait, ce que blockchain a rendu possible, c'est justement de se passer de ces intermédiaires, ce qu'on appelle souvent la désintermédiation en blockchain. Bitcoin, c'est une des applications blockchain qui va permettre à nous de faire des paiements sans utiliser les banques. Et donc, quand aujourd'hui, en termes d'information, on n'a plus besoin d'un média, on n'a plus besoin d'un RTBF ou d'une quelconque source d'information pour nous transmettre l'information via une télé et la filtrer pour nous, demain, on n'aura plus besoin d'une banque pour faire un paiement. Et je dis demain, mais en fait, c'est déjà le cas aujourd'hui. Il y a des milliers de transactions qui ont lieu tous les jours, d'une personne à une autre, en continu. Bitcoin, c'est une monnaie et blockchain, c'est la technologie derrière. Donc, en fait, c'est un peu comme blockchain, c'est l'iPhone, ou c'est un smartphone. Et vous avez plein d'applications différentes sur le smartphone. Et Bitcoin, c'est juste une application de la technologie. Et il y a plusieurs types de blockchain, etc. aussi. Mais donc, vous avez la blockchain, la technologie et Bitcoin qui est juste une application de la technologie. Mais vous avez plein d'autres applications dans plein d'industries différentes. Pour expliquer la blockchain en détail, moi, ce que j'ai pris avec, c'est des petits blocs. Et donc, ça, c'est un bloc de la blockchain. C'est le bloc numéro 1. Et ce qui est très important à comprendre dans le monde de la blockchain, c'est qu'il y a des règles. Et les règles sont suivies et maintenues par l'ensemble des personnes du réseau. Et donc, pour que chaque nouveau bloc, chaque nouvelle transaction arrive sur la blockchain, il faut que ça respecte les règles. Alors, par exemple, une règle, c'est que chaque bloc doit avoir un lien vers le bloc précédent. Donc, le bloc numéro 2 arrive et dit « Bonjour, moi je suis le bloc numéro 2 et je vais me lier au bloc numéro 1 ». Et alors, dans ces blocs, on a plusieurs types d'informations. On peut juste avoir des données, on peut avoir des transactions ou on peut avoir des contrats. On va voir les 3 types aujourd'hui. Mais retenez juste, on a des informations et elles se lient toujours au précédent parce que ça, c'est les règles qui sont construites comme ça. Alors, quand on pense à ça, ça ressemble un peu à une base de données. C'est juste une base de données un peu chiant parce qu'il y a des blocs et ça s'empile. En fait, là où c'est un peu différent, c'est qu'il n'y a pas une base de données centralisée, mais il y a un ensemble de bases de données distribuées. Donc, chaque personne qui veut rentrer dans la communauté blockchain ou dans la communauté Bitcoin, on va prendre l'exemple de Bitcoin aujourd'hui, il va en fait télécharger ce nœud et va lui-même s'assurer que les règles soient suivies. Donc, quand un nouveau bloc arrive et qui dit « Bonjour, je suis le bloc numéro 3 », alors qu'est-ce qui va se passer? C'est que les autres blocs, les autres personnes dans la communauté vont recevoir le bloc numéro 3 et vont regarder si le bloc numéro 3 respecte bien toutes les règles. S'il respecte les règles, ils vont l'accepter. S'il ne respecte pas les règles, c'est que ce n'est pas un bloc valide, il ne va pas être accepté. Et donc, de cette façon-là, on va créer un système de ce qu'on appelle du consensus, c'est-à-dire que tout le monde se met d'accord sur les blocs et sur les informations qui sont dans la base de données. Alors, première chose, on a une chaîne de blocs, donc le mot blockchain, ça vient de là, et c'est distribué, c'est-à-dire que tout le monde dans la communauté peut avoir sa propre copie qui se met dessus. On a une chaîne de blocs, elle est distribuée et surtout très important, on peut jamais retirer de l'information. C'est quoi la différence avec aujourd'hui? Aujourd'hui, on a des systèmes centralisés. En fait, toute l'information est gardée ici dans une base de données et puis les gens se connectent. Donc, vous vous connectez à votre banque et vous espérez que votre banque vous donne le bon chiffre qui est sur votre compte bancaire et pas qu'il retire un 0 ou qu'il rajoute un 0. Enfin, rajouter un 0, ça m'étonnerait, retirer un 0, ça peut arriver. Mais donc, vous leur faites confiance. Alors, un petit exemple où ça se passait pas trop bien, c'est le cadastre à Hondur qui, en fait, garde une trace de qui détient quel terrain.
Sauf qu'il y avait quelques petits malins dans l'administration qui avaient des amis et ils ont décidé de quelques terrains qui étaient dans leur base de données de les allouer à d'autres personnes, à leurs amis et surtout les terrains assez chouettes le long de la rivière, le long de l'océan, etc. Et dans ce cas-ci, c'est quelqu'un à l'intérieur de l'administration qui a été changé l'information et c'était possible parce que c'était quelque chose de centralisé, l'information existait que là. C'est-à-dire que si vous êtes effectivement le propriétaire du terrain, bonne chance pour aller prouver l'inverse. Si l'administration centrale du gouvernement dit que vous n'avez pas le terrain, en gros, vous ne l'avez pas. Et donc là, dans ce cas-ci, c'était quelqu'un de l'intérieur. On pourrait très bien imaginer que c'est quelqu'un de l'extérieur qui pénètre dans les systèmes, qui change les informations dans le système en sa faveur, etc. et qu'on ne le remarque même pas. Dans le monde de la blockchain, c'est très différent. Tout est décentralisé. Et donc, en fait, vous avez un système où tout le monde garde une trace de qui détient combien de Bitcoin ou qui détient quel terrain. Et donc, il ne faudrait pas juste hacker une blockchain, mais une base de données, mais l'ensemble des bases de données. Il faut savoir qu'il y a 3 types de blockchains. Il y a les blockchains publiques, c'est ce que j'appelle des communautés ouvertes où tout le monde peut rentrer. Bitcoin, Ethereum, c'est les grands classiques. Vous avez les communautés fermées, c'est ce qu'on appelle aussi les blockchains permissionnées, c'est-à-dire que vous devez avoir une permission pour faire partie de la communauté. Typiquement, aujourd'hui, on voit plusieurs banques qui se mettent ensemble pour faire les transactions entre elles. Et puis, vous avez un 3e type, c'est les blockchains centralisées. Alors, c'est assez stupide d'utiliser une blockchain centralisée. Pourquoi? Parce que vous êtes le seul acteur qui peut contrôler les règles et donc ça veut dire que vous pouvez échanger à tout moment. Et tout le but de la blockchain, c'est d'avoir plusieurs acteurs qui vont définir les règles et donc ils vont suivre ces règles par la suite. Le seul cas où ça peut faire sens, c'est si vous êtes une boîte et vous voulez juste expérimenter un peu avant de passer vers l'étape où vous ouvrez vos règles à d'autres personnes. Donc c'est garder une trace de qui dit quoi et surtout c'est avoir une confiance dans la donnée. Parce que la donnée, et on parle là principalement de données sur des sensors ou l'Internet des objets, en fait on stocke des versions encryptées de données à un certain moment donné, on sait qui les stocke. Et donc, si on les reçoit sur le côté, on peut revérifier que c'est les mêmes données que celles qui ont été stockées à ce moment-là. Donc, on crée plus de confiance dans l'authenticité des données. Le deuxième, c'est tout ce qui est crypto-monnaie. Alors, quelqu'un m'a dit hier qu'il voulait avoir 3 bitcoins. Je vais envoyer 3 bitcoins à Greg. Je vais écrire une transaction de Jean-Luc à Greg, et donc c'est un petit chèque, et je vais envoyer 3 bitcoins. Et je vais signer ça avec ma signature digitale, et je mets ça dans la blockchain. Alors, cette transaction, elle va ensemble avec quelques autres milliers de transactions dans la blockchain et donc dans le bloc numéro 1. Et donc là, tout le monde peut voir qu'il y a 3 bitcoins de Jean-Luc à Greg. Alors, un autre bloc arrive et puis Greg, tu décides d'envoyer un bitcoin à quelqu'un d'autre. Greg, tu choisis quelqu'un dans la salle à qui tu vas envoyer un bitcoin. Tu vas écrire un chèque disant de Greg à Manuel pour un montant de 1 bitcoin et tu vas signer ça avec ta signature. Le fait que tu vas signer avec ta signature, ça permet aux autres personnes de contrôler qui tu es et que tu détiens bien 3 bitcoins. Et donc, en fait, et c'est là où c'est vraiment une innovation, c'est-à-dire que toutes ces choses existaient. Donc, bon, il y a plusieurs éléments. Il y a le fait de créer une base de données en bloc, ça existait. Il y a le fait de créer des liens cryptographiques, ça existait. Il y a le fait d'encrypter des choses, ça existait. Tout ça, ça existait. Mais ce qui était vraiment intéressant, c'est comment est-ce qu'on va créer des nouveaux bitcoins et comment est-ce qu'on va s'assurer que les gens continuent à avoir une version commune des règles. Alors, pour le blanchiment de l'argent, vous avez vu, c'était assez transparent. Alors Jean-Luc, il envoie des bitcoins à Greg, etc. C'est pas très anonyme, hein, si tout le monde peut voir combien on a sur les comptes, etc. C'est quand même pas top. Mais on ne sait pas non plus qui est derrière. Donc c'est-à-dire qu'on va tous utiliser un pseudo sur Internet. Donc Greg, il va pas s'appeler Greg, il va s'appeler E288 F6, quelque chose comme ça. Hein, donc très chouette. Et moi, je m'appelle AA121382. Voilà. Et donc AA121382 va envoyer de l'argent à, je sais plus, EF56, quelque chose comme ça. Et ça, c'est ce qu'on va voir sur la blockchain. Le problème, c'est qu'à partir du moment où moi, j'ai envoyé de l'argent à Greg, j'ai besoin de son pseudonyme. Et donc, j'ai besoin de savoir qui il est. Et donc, à partir de ce moment-là, je vais pouvoir retracer Greg dans la blockchain. Alors, concrètement, vous pouvez aller en ligne sur blockchain.info. Vous allez voir ici tous les petits blocs avec les numéros qui se suivent. C'est ce que vous voyez là. Vous cliquez sur un bloc, vous allez pouvoir voir toutes les transactions qui sont dans ce bloc. Vous pouvez voir le numéro de compte, vous pouvez cliquer sur le numéro de compte et vous allez voir par exemple ici Greg dans son compte Bitcoin, mais il a reçu 3 Bitcoins et il en a envoyé un. Internet a rendu possible à tout le monde de créer sa propre devise. Ici, vous avez un ensemble de règles que vous pouvez copier, vous pouvez créer votre propre blockchain et donc vous pouvez créer votre propre devise, votre propre monnaie. Alors ça paraît un peu fou créer sa propre monnaie, mais c'est réellement ce que ça permet, tout comme l'Internet permettait à tout le monde de créer sa propre information. Et donc, c'est pour ça qu'on dit souvent que blockchain is to value what internet is to information, ce fait que tout le monde gagne une certaine liberté en mettant ça en place. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, on a des milliers de crypto-monnaies, certaines plus sérieuses que d'autres. Avec Bitcoin, c'est différent. Ce qui est assez innovateur, c'est le fait qu'on donne des Bitcoins, on donne des jetons à quelqu'un pour valider ces blocs et donc pour créer cette chaîne.
Et donc c'est ça, c'est le incentive, c'est la théorie des jeux qui a été mise en place là-dedans, qui a en fait révolutionné le fait que au début c'était 10 mecs qui s'amusaient un peu à faire ça, et puis il y a des gens qui sont ajoutés, parce qu'ils voulaient tous avoir ces petits jetons qui valaient même pas 1 centime à l'époque. Et ça a grandi jusqu'à des choses plutôt industrialisées aujourd'hui. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est de savoir que il y aura 21 millions de bitcoins, et donc je sais que si j'ai un bitcoin, j'ai 1/21 millionième de l'économie. Si j'ai 1 million d'euros aujourd'hui, j'ai aucune idée de quel pourcentage de l'économie j'ai aujourd'hui, et certainement pas de quel pourcentage de l'économie j'aurai demain si on décide de rajouter de la masse monétaire. Mais quand on parle du fait de créer des crypto-monnaies ou des crypto-actifs, c'est surtout le fait que n'importe qui peut le créer. Donc n'importe qui peut créer sa propre communauté, son propre coin dans sa communauté avec lequel il peut commencer à faire des choses. On peut voir par exemple des business qui vont dire moi j'ai une communauté d'acteurs qui vendent des produits pour moi, qui font X, Y, Z, etc. Ces gens-là ne parlent pas entre eux. Par contre, je peux créer une espèce de crypto-monnaie pour ces gens-là, que quand ils achètent quelque chose entre eux, ils ont droit à un service supplémentaire et ce genre de choses, ce qui va rendre plus dur pour ces personnes-là de partir vers un concurrent éventuel. Ce que vous devez retenir avec le Bitcoin, c'est que c'est un jeton que vous passez d'une personne à une autre et vous gardez une trace de qui détient le jeton. C'est aussi simple que ça. Alors ça a créé des nouvelles types d'actifs, comme les crypto-monnaies, mais il y a aussi des actifs qui existent déjà, qui sont déjà digitaux. Par exemple, une action dans une entreprise. Aujourd'hui, si vous êtes une entreprise cotée en bourse, ça prend 2 semaines avant une assemblée générale de savoir qui détient combien d'actions. Les actions sont souvent déjà vendues pour le moment où l'assemblée générale est là, et j'espère qu'il y a des checks pour voir qu'il n'y a pas eu de trouver en mouvement. Mais vous pouvez imaginer que dans ce cas-ci, ça prendrait combien de temps? Quelques secondes. Par contre, il y a des biens où ça fait vraiment sens. Un bien qui est identifiable, qui est uniquement identifiable par sa nature. Par exemple, un diamant. On pourrait imaginer qu'on le mette sur la blockchain. Pourquoi? Parce qu'un diamant, si vous prenez 40 points de données du diamant, vous pouvez en créer une empreinte digitale unique à ce diamant, et au moment où vous le vendez, n'importe qui pourra prendre ces 40 points et pourra régénérer la même empreinte digitale. La troisième partie où c'est intéressant, c'est tout ce qui est smart contract. Ça permet de résoudre quelques situations pour lesquelles on ne ferait pas un contrat aujourd'hui. Exemple. Je suis dans le bus et à côté de moi se trouve Bob. C'est la première fois que je rencontre Bob, et donc on a une discussion banale. On parle de la météo. Et Bob pense que demain, il fera 25 degrés à Bruxelles, par exemple. Moi, je dis, j'y crois pas trop, je pense qu'il fera moins de 25 degrés. Et donc, on va chacun de notre côté être prêt à mettre de l'argent sur la table. On est chacun prêt à mettre 50 € parce qu'on croit qu'on a raison. Le problème, c'est qu'on va jamais vraiment faire le pari. Pourquoi? Je sais pas si je vais revoir Bob demain. Si je le revois, je sais pas s'il a l'argent pour me payer. Et quand bien même il a l'argent, je suis pas sûr qu'il va honorer sa parole et qu'il va effectivement me payer. Donc on va pas aller en cour de justice pour 50 €. Donc on va pas faire le pari. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est un smart contract. Un smart contract entre Bob et moi, où on écrit les règles du code, donc en code informatique, on va dire, on va aller voir quelle est la météo à Bruxelles demain à 4 heures. Non seulement on va mettre les règles du contrat dans le contrat, mais on va également donner l'argent au contrat. Donc, nos 50 €, en fait, c'est pas vraiment des euros, c'est plutôt des crypto-monnaies au jour d'aujourd'hui. C'est par exemple 50 bitcoins ou 50 Ether. On va les envoyer au contrat et on va les mettre là-dedans. Donc, ça veut dire qu'on les détient plus, c'est le contrat qui les détient. Et demain, le contrat va les envoyer à quiconque gagne le pari. On signe ça et le smart contract va juste comme une transaction dans un bloc de la blockchain. C'est-à-dire que demain, automatiquement, on va créer, on va avoir ce transfert d'argent qui va se faire. Et donc, on va automatiser, on va créer des transferts d'argent beaucoup plus efficients. On est sûr que ça va se passer. J'ai pas besoin de revoir Bob, j'ai pas besoin de lui faire confiance. On a confiance dans le contrat. Et surtout, les règles ne peuvent pas être changées. Alors ça, c'est important aussi parce que si vous faites une erreur dans le code de votre contrat, potentiellement, l'argent va se trouver sur un autre compte. Et vous ne pourrez pas aller les rechercher parce qu'il n'y a pas de système de secours. Donc, très important à prendre en compte. Alors, application concrète. Votre avion a du retard. Vous avez droit à recevoir un paiement. J'ai moi-même essayé une fois avec Ryanair, ça n'a pas trop marché. On pourrait imaginer qu'au moment de la souscription, je dise, je paye 5 € en plus, mais vous mettez 150 € en contrepartie sur le smart contract, et si mon vol a du retard, les 150 € me reviennent. Il n'y a plus besoin de faire des checks en ligne, remplir des papiers, que ça soit approuvé par quelqu'un, que ça passe par un département pour faire les paiements, etc. Et que finalement, il y a tous ces intermédiaires avant que ça arrive chez moi. Et si j'ai de la chance, en 2 semaines, je l'aurai. 15 minutes après, j'ai le paiement. Quand j'atterris, j'ai l'argent sur mon compte. Alors ça, c'est aujourd'hui, les ICO, la forme qu'elles prennent, c'est les smart contracts qui disent j'ai une idée blockchain, je fais un peu du buzz autour et du marketing, envoyez-moi de l'argent et je vais faire une levée de fonds. Et vu qu'il n'y a pas d'intermédiaires bancaires ou des venture capitalistes, etc., qui détiennent beaucoup d'argent, qui vont décider à qui ils vont donner, tout le monde peut récolter de l'argent de tout le monde, ce qui est génial. Et il y a des gens qui récoltent des millions avec des idées qui font absolument pas de sens, mais qui ont un accès au capital, et donc ça c'est quand même assez fondamentalement important. Aujourd'hui, le problème qu'on voit, c'est qu'on a des gens qui proposent des projets, qui ont dans les meilleurs des cas un white paper, parce qu'il y en a qui n'en ont pas,
Dans un cas encore un peu meilleur, qui est effectivement un white paper qui tient la route, on est déjà à 5% des ICO qu'on voit. Et puis ça veut dire qu'ils n'ont toujours pas d'équipe de développement. Ils doivent tout construire. Ils ont déjà 100 millions d'euros qui sont sur leur compte en banque. Je sais pas vous ce que vous faites si vous avez 100 millions d'euros, mais moi je prends 2 semaines de vacances pour commencer. Alors, et c'est un peu le souci qu'on a aujourd'hui avec les smart contracts et les ICO tels qu'ils sont faits. C'est pour ça que je pense que franchement 98% vont foirer. On va voir beaucoup. Et je crois que déjà pour 2017, j'avais dit ça fin 2016. Je crois qu'on a des premières stats pour les ICO de 2017 où il y a déjà plus de 50% qui sont morts. Cela dit, le concept va rester et le concept est génial. Le fait de pouvoir lever des fonds sans intermédiaire, sans un venture capital qui décide qui a l'argent, c'est juste génial. Vous allez voir des boîtes pharmaceutiques qui veulent mettre en place des médecins, faire de la recherche sur certains produits, etc., qui n'ont pas forcément l'argent des fondations, qui vont aller chercher l'argent directement chez les gens qui en ont besoin. Vous pouvez imaginer blockchain et l'Internet des objets. Imaginez demain, vous avez une machine à laver dans votre colocation. On pourrait même dire que la machine ne s'ouvre que si quelqu'un a payé 1 euro. Et comment est-ce qu'on va savoir ça? Parce que la machine est connectée à un smart contract qui va dire machine, ouvre-toi si 1 euro est envoyé sur mon smart contract sur la blockchain. Donc moi, je vais utiliser la machine de mon colocataire. Je vais envoyer 1 euro sur le smart contract de la machine. La machine va s'ouvrir. Un autre exemple concret au Mexique il y a quelques mois. C'était les premiers pop-corn qui ont été cuits par un micro-ondes qui était connecté à la blockchain. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a envoyé une transaction sur le smart contract du micro-ondes. Le micro-ondes a commencé à tourner et on a mangé nos pop-corn de $2, quelque chose comme ça. C'était pas spécialement bon, mais manger les premiers pop-corn d'une blockchain, ça n'a pas de valeur. Ce qui est important là-dedans, c'est que les pop-corn ont coûté $2. Mais la transaction pour faire tourner le micro-ondes a coûté $19. OK, aujourd'hui, ça fonctionne. Mais il y a un certain coût et donc il y a encore des défis à prendre. Donc je suis pas sûr que ça a beaucoup de valeur. Par contre, blockchain, aujourd'hui il y a pas mal de demandes pour de la consultance là-dessus. Donc il y a sûrement des gens qui ont intérêt à m'envoyer de l'information spécifique pour moi. Qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont envoyer de l'argent au smart contract de ma télé. Donc on va simplifier, elles vont envoyer de l'argent à ma télé. Et ma télé, après 58 minutes, va décider qui aura les 2 minutes d'attention. Quiconque a envoyé le plus d'argent aura mon attention. Les autres personnes seront remboursées par le smart contract. Et les annonceurs ont confiance là-dedans parce que les règles du smart contract sont écrites, transparentes, etc. Et on va voir qui vont transformer l'argent, qui vont renvoyer l'argent. Donc je récupère, ma télé récupère l'argent. Et moi, je monétise mon attention. Je suis plus un produit des médias, mais je monétise mon attention. Alors vous pourriez dire, pour RTL, c'est quand même pas très cool, parce que eux, ils vivent effectivement de leurs revenus publicitaires. Est-ce que vous pensez que c'est un problème ou pas? Et donc en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que votre télé, elle a de l'argent maintenant. Et donc non seulement elle peut recevoir de l'argent, mais elle peut aussi commencer à payer. Et donc, si quelqu'un crée un bon contenu, un bon documentaire ou quelque chose comme ça, vous pourriez avoir de l'argent qui s'envoie vers RTL à ce moment-là pour la création de contenu et plus pour la création publicitaire. Très bien. Alors, le futur, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? On pourrait imaginer que vous avez un peu d'espace disque sur votre disque dur et pour chaque espace disque qui vous reste, vous décidez de le louer à quelqu'un d'autre. On parle souvent de Uber qui est le nouveau disrupteur, etc. Vous pouvez imaginer que tout le code que Uber utilise, c'est une application. Plutôt que d'avoir une application centralisée qui prend 20%, vous avez l'application qui est détenue par l'ensemble des personnes et qu'en fait ne prennent plus de pourcentage sur le fee. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir une ICO où le smart contract récupère de l'argent, mais où en fait la gouvernance est également dans le smart contract. Ça veut dire quoi? Vous envoyez 1 euro de crypto-monnaie sur le smart contract et vous recevez un droit de vote en retour. Et l'argent reste bloqué. Donc, vous n'avez pas les 200 millions tout de suite. Les 200 millions sont un smart contract et vous recevez peut-être 1 million tout de suite si c'est ce que les gens qui ont investi décident. Et puis, si vous avez fait un bon boulot, vous recevez 5 millions l'année d'après, etc., etc. C'est ce qu'on appelle une Decentralized Autonomous Organization. Alors, il y a eu un exemple début 2016. Ils ont récolté 150 millions de dollars. C'était le plus grand crowdfunding à l'époque, sur 30 jours. Et puis après, les gens pouvaient commencer à voter les projets. Une petite erreur, et c'est un des trucs dans lesquels j'ai investi, une petite erreur dans le code, et quelqu'un est parti avec 60 millions de dollars sur quelques minutes. Et alors, ce qui est marrant, c'est que vu que c'est dans les blocs, on ne peut pas les retirer. Et donc, on ne peut pas changer le code, on ne peut pas corriger le tir. Encore une fois, je reviens sur mon point, c'est bien de coder des choses dedans, mais il faut être très sûr que ce qu'on code soit correct. Très bien, alors conclusion pour aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a appris? On peut créer des empreintes digitales du bouquin, on peut prouver qu'on détient quelque chose à un certain moment, ou qu'on a écrit quelque chose à un certain moment. On peut choisir sa propre devise, on peut créer sa propre devise, donc il y a beaucoup plus de liberté. Il y a une liberté, comme on a des libertés d'expression, on aurait potentiellement des libertés de devise. On a une transparence qui est plus ou moins augmentée, donc on voit très rapidement où l'argent va, mais on a aussi des crypto-monnaies anonymes où c'est beaucoup plus dur. On a des contrats qui rendent possible le Bob et moi, par exemple. Et puis, on pourrait éventuellement avoir de nouvelles formes d'organisation comme le DAO et ce genre de choses.